Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors on se rejoint aujourd'hui en fait pour une vidéo où on va recueillir le témoignage de Claire Koch concernant le néo-féminisme dans les banlieues. Alors Claire Koch, tu sais, c'est cette personne dont je t'avais présenté le livre qui s'appelait Claire, le prénom de la honte, qui s'appelle toujours Claire, le prénom de la honte, et dont je te recommande toujours la lecture. Je te mettrai le lien en description si tu veux savoir de quoi parle le livre. Et puis j'avais interviewé également Claire Koch, et pareil, je te mettrai le lien vers l'interview complète en description. Et en fait, je voulais te livrer dans cette vidéo le témoignage de Claire Koch quand elle nous parle du féminisme, enfin en tout cas du néo-féminisme actuel et de sa démission dans les banlieues parce que eh bien, Claire Koch n'a pas bénéficié en fait des apports de ces néo-féministes ou des structures de ces néo-féministes, eh bien tout simplement pour combattre le patriarcat dans son quartier. Allez, je te laisse regarder le témoignage. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Dans ton livre, tu nous parles aussi de féminisme et du néo-féminisme. Et en fait, tu nous dis que eh bien, c'est grâce à ton courage et à ce que permet la France que tu as pu t'affranchir de ta condition de femme ou de fille des quartiers et que tu as pu t'affranchir de ta communauté et puis des us et coutumes de ta famille envers les femmes. Tu mets d'ailleurs ton combat féminisme concret en comparaison avec les pseudo-combats néo-féministes contre le mâle blanc, etc., ou alors qui vont aller chercher, qui vont les pinailler sur de la grammaire. Et tu nous dis que toi, tu as eu en fait comment dire, tu as eu affaire à un patriarcat beaucoup plus dur et à des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus violentes qui t'ont empêché peut-être au départ, mais pas longtemps parce que tu es déterminé et on le sent bien. Mais en tout cas, ça t'a empêché de t'épanouir en tant que femme pendant un moment. Et tu nous dis que ces néo-féministes, en fait, ne dénoncent jamais en fait ce contre quoi tu as dû lutter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout cela? Oui, alors en fait, disons que j'ai remarqué, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'étais dans ma cité qu'on avait mis en place les grands frères. Hmm. Et en fait, les grands frères, déjà, ils étaient tyranniques avec leurs sœurs à la maison. Et dans la cité, ils faisaient la loi. Donc, je ne sais pas comment on a pu croire une seconde que les grands frères allaient résoudre, en tout cas pour la condition des femmes, euh, ces questions-là. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, je m'inclus plus dedans puisque je vis plus dans cette cité, mais ces gamines de cité, elles avaient besoin de grandes sœurs, de modèles de réussite, de modèles de femmes fortes. Moi, par exemple, j'ai pas brandi, désolée pour l'image trash, vulgaire. Moi, j'ai pas grandi, j'ai pas acquis mon indépendance en brandissant ma culotte tachée du sang de mes règles devant mes parents. Je pourrais jamais faire un truc aussi dégoûtant. Moi, j'ai voulu leur montrer que j'étais une femme intelligente, que j'étais capable de travailler, que j'étais capable d'être voilà, indépendante financièrement et que je pouvais faire mes propres choix de vie, que j'étais suffisamment, je sais pas, que j'étais pas stupide et que je savais ce qui était le bien, le mal, et puis j'avais des projets de vie. Voilà, je voulais qu'au même titre que mes frères, mes parents me laissent aussi rêver, qu'ils me laissent faire mes propres choix de vie. Voilà, parce que mes frères, en attendant, eux, ils pouvaient rêver d'être Zinedine Zidane. Mon grand frère était dans un centre de formation dans le sud de la France, un centre de formation de football. Et moi, j'avais le droit à rien, en fait. J'étais qu'une fille. Donc, l'argent de poche, ben non, parce que j'étais une fille, j'avais pas le droit d'avoir de l'argent de poche. À quoi ça allait me servir? Qu'est-ce que j'allais faire de cet argent de poche? N'importe quoi. C'était les discours que mes parents tenaient. J'avais pas le droit de voir mes copines, j'avais jamais le droit de ramener des copines à la maison. Des copains, je vous en parle même pas. Un jour, je sortais du collège avec un garçon de ma classe. On sortait de l'école pour rentrer à la maison. On avait fait le chemin ensemble et mon père nous a croisés. J'ai cru qu'il allait le taper, quoi. Enfin, et à la maison, ça n'a pas loupé. Je m'en suis pris une et puis il m'a traité de tous les noms. J'avais même pas le droit de marcher sur le chemin de l'école pour rentrer à la maison avec un garçon. Enfin, Il y a cette et moi, notion, les féministes, les il y a cette néo-féministes, notion, pardon, je te coupe 2 petites secondes, je bien mets une sûr. parenthèse, mais ce que tu me dis, ça me fait penser à cette notion de l'honneur de la famille qui est entre les cuisses des femmes de la famille. C'est un peu Bien sûr, ça.
On me parlait tout le temps d'honneur. Mes frères, il n'y avait pas de question d'honneur pour eux. C'était l'honneur, c'était tout le temps sur le poids des épaules des filles entre leurs jambes. Ça reposait voilà, sur leur virginité tout le temps. Et ces néo-féministes qui écrivent des bouquins pour leurs 4 copines et qui se remettent des prix au Café de Flore, moi, je les ai jamais vues dans la cité dans laquelle je vivais. Elles n'ont que le mot féminisme, égalité, patriarcat à la bouche, à bas le patriarcat. Mais est-ce qu'elles viennent une fois sur le terrain dans les cités pour voir comment ça se passe? Les filles, là, beaucoup de filles, pas la majorité heureusement, beaucoup de filles, mais beaucoup de filles, voilà, dans les cités, eh bien, elles sont traitées de tous les noms quand elles filent pas droit, quand elles traînent un petit peu en bas de leur immeuble. Moi, j'avais le droit qu'à une chose dans ma cité, c'était d'être traitée de pute. Ouais. Parce que je ne correspondais pas à l'image de la femme soumise et invisible qu'il voulait se faire. Je marchais en baissant les yeux tout le temps. Je regardais mes pieds quand je marchais. C'est quand même terrible de vivre comme ça. Est-ce que ça, c'est normal dans la France d'aujourd'hui, après tous les combats féministes qui ont été menés par nos aïeux, tous les combats qui ont été gagnés? Est-ce que c'est normal qu'il y ait encore en France des endroits où on se comporte comme ça envers les femmes, les femmes ont toujours tort, les femmes doivent s'écraser? Et d'ailleurs, je cite un passage du livre de Fouquet là-dessus, l'archipel français. Ouais. Et en fait, il parle de ça. Il a des statistiques sur le nombre de départs des femmes dans les quartiers. Donc, c'est une réalité. Ce qui se passait dans ma cité, c'est que chaque fois qu'une fille rencontrait un garçon, et de préférence pas un garçon de cité, eh bien, elle se barrait, en fait, elle se mariait pour pouvoir quitter la cité. C'était l'échappatoire. Moi-même, je l'ai fait. J'ai été mariée de force parce que le mariage de force, ça veut pas dire qu'on choisit pour vous. Moi, j'avais un petit copain à la fac. C'était mon premier petit copain. Eh ben, j'ai été contrainte de me marier avec lui et je me suis dit, moi, je pensais que j'allais sortir de ma condition sociale parce que ce jeune homme était à la fac et je pensais qu'il allait m'ouvrir à un autre monde. En fait, que nenni, puisqu'il était très, très communautariste lui aussi. Il était aussi d'origine turque. Pour mes parents, il cochait toutes les bonnes cases. Donc, je m'étais dit, c'est bon, ils vont pas m'embêter là-dessus. Mais Donc, petite parenthèse, on peut être très éduqué et communautariste, parce que ça, souvent, c'est quelque chose que aussi les bien-pensants ont du mal à entendre et ont du mal à accepter aussi. bien sûr, vous pouvez même être avocat, chercheur et être complètement, comment dire, pris par les traditions de votre famille et qui attend beaucoup de vous. En fait, c'est ça que je dis aussi dans mon livre, c'est que d'un côté, euh, vous avez des gens qui encensent vos origines et qui les magnifie, vous savez pas pourquoi, et surtout, il y a aussi vos parents qui veulent que vous fassiez le bon choix, le choix de votre culture et votre religion d'origine. Et de l'autre, vous avez l'école de la République qui vous enseigne la laïcité et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Je veux dire, c'est compliqué parce que l'école, elle peut pas tout faire en fait. Donc dans les familles, évidemment, il y a beaucoup de garçons, on en parle très peu, mais ils sont aussi soumis à une pression incroyable parce que les parents comptent beaucoup sur eux pour que la tradition familiale se perpétue. Donc ce jeune homme avec qui j'ai été mariée, pas civilement, puisque dans ma famille, le mariage républicain n'avait aucune valeur. On s'est marié, on a fait un mariage communautaire avec le doyen de la communauté qui est venu sceller notre union, etc. Donc, c'était facile de se séparer, entre guillemets, au moins, il n'y avait pas de problème administratif, Ouais. mais c'était l'enfer parce que ce jeune homme, très vite, il a voulu que j'arrête les études, que je fasse des enfants et qu'on s'inscrive sur une liste à la mairie pour obtenir un HLM et qu'on habite près de chez ses parents. Ou dans l'idéal, mes parents voulaient que j'habite près de chez eux. Donc, c'était compliqué. Mais voilà, c'était mon échappatoire. Je m'étais dit, Ouais. voilà, j'ai que ça pour quitter cet environnement, en fait, et pour m'élever intellectuellement et socialement. Et au final, ça n'a pas été ton échappatoire comme tu nous l'as expliqué. Et du coup, qu'est-ce qui a été intellectuellement peut-être, ou je ne sais pas, au niveau de tes envies, qu'est-ce qui a été ton échappatoire véritable? Eh ben, mon échappatoire véritable, ça a été. D'abord, je suis une autodidacte de l'assimilation à la française, si je puis dire, de la culture française. C'est le cinéma qui m'a permis
de m'ouvrir vraiment à la culture française et de la comprendre. Un film m'a vraiment marqué, c'est La femme du boulanger de Marcel Pagnol. Ouais, très beau film. Absolument, c'est vraiment super intéressant. D'une part, sociologiquement, d'abord, je me suis rendu compte en fait que donc c'est dans les années 30 que les villages de France des années 30 et les villages de mes parents, mais ils n'avaient rien à voir. Et les villages français des années 30, en fait, avaient beaucoup plus d'avance sur les mœurs et sur tout un tas de choses que le village de mes parents. Première chose que j'ai voulu faire, c'est d'ouvrir les yeux de mes parents à la culture française. Donc, je leur montre ce film. Donc, c'est l'histoire d'un boulanger dans un village. Donc, chacun, en plus, on se rend compte que dans les villages, à l'époque et en France, hein, chacun avait un métier essentiel au sein de la société, qui allait faire tourner la société aussi. Et donc, il y avait ce boulanger qui, en fait, est malade et malheureux parce que sa femme est partie avec un immigré italien qui était de passage dans le village. Et tous les villageois se mettent à la recherche de la femme, pas pour la punir, pas pour se venger et la tuer, mais pour qu'elle revienne dans son foyer et que le boulanger refasse du pain. Franchement, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'est tellement plein de tendresse ce film. Et il est passionnant vraiment pour ceux qui l'ont pas vu. Je les invite vraiment à le regarder. Voilà, moi j'ai voulu montrer ce film à mes parents et ma mère, elle a eu vraiment la première réaction qu'elle a eue, c'est un bond en arrière sur le canapé en disant mais c'est ça la culture française, c'est ça que tu veux montrer, mais les Français ils n'ont pas d'honneur. Encore une fois, ils ne parlaient que d'honneur tout le temps, toutes les 2 secondes. Ils n'avaient que le mot honneur à la bouche. Et voilà, ils avaient une mauvaise image. En plus, ils pensaient que, oui, ils avaient même pas à faire la distinction entre le cinéma, la fiction et le réel. Ouais, ils n'avaient pas cette distance, ouais. Non, il n'y avait pas cette distance. Donc, voilà, moi, le cinéma a été. D'abord, il y avait le film de Marcel Pagnol, ensuite, il y avait Melville, L'Armée des Ombres. Là, j'ai aussi compris que c'est des films sur la résistance, il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur les doigts de la main, les films français sur la résistance. Alors que la résistance, le résistant, la figure du résistant, elle a tout pour faire. Enfin, il y a tous les ingrédients dans ce personnage pour faire un film incroyable en fait parce que c'est romantique, c'est courageux, il y a le doute et puis à la fin il y a la victoire. Ça, Ouais. c'est merveilleux. Ça, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un beau film. Mais en fait, on n'en a pas beaucoup des films sur la résistance. On préfère faire croire aux gens que tous les Français étaient des collabos. Ça vient encore une fois, ce défaitisme tout le temps. Mais en revanche, on va encenser des films sur il faut sauver le soldat Ryan. On a l'impression que les Américains ont tout sauvé, tout fait, que les Français ne sont pas victorieux. Ça, je l'ai entendu de la part d'un prof d'histoire à la fac qui m'a dit que la France avait perdu la guerre. Et à ce monsieur, je lui ai dit, mais monsieur, en fait, vous êtes pétainiste alors. Si la France a perdu la guerre. Donc, il faut assumer ce que vous êtes parce que la France, c'est De Gaulle. Et De Gaulle avait dit que le gouvernement légitime, c'était lui et que le gouvernement légitime était à Londres. Donc, vous voyez, à force de défaitisme, ils refont l'histoire, ils la voient avec leurs lunettes politisées, idéologisées. Et c'est terrible parce que ça fausse complètement les faits. Et je lui ai dit à cet enseignant que à la table des vainqueurs, il n'y a pas de perdants. Et la France était à la table des vainqueurs. Ouais, c'est vrai. Donc, juste rappelons les faits, sans toujours se tirer une balle dans le pied, quoi.